Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. Première terrienne invitée ce soir, la preuve que Raymond Domenech pouvait parfois sélectionner la bonne personne, Estelle Denis. Il se sent plus proche des Français maintenant qu'il s'est fait virer 2 fois en 1 an, Jean-Michel Apathy. Et François Damiens. François Damiens, bonsoir. Alors, avant de parler du remarquable film qui vous emmène ce soir, je voulais vous dire à quel point nous adorons vos caméras cachées. Surtout celles où vous faites croire à Louane que vous êtes sourd-muet. Ça, je dois dire, c'est la meilleure. En P3, après Le Zapping et Stéphane Guillon, nous accueillerons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Nathalie Barret, la maman du petit Mathis, qui 4 ans après la disparition de son fils, ne sait toujours pas ce que son compagnon en a fait. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Et maintenant, voici Tom Villa. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'as remplacé Guillon une fois. Ouais. T'as une musique d'entrée la semaine dernière. Tu vas pas avoir des musiques d'entrée toutes les semaines. Ah bon? Non. Tu repars et tu reviens avec un café. Bon, ok. Mais juste pour pas que je revienne à blanc, les gréments, vous pouvez me jouer un petit truc ou pas? Allez. Un petit truc léger, parfait les gars. Voilà. Nous, entre noirs, on se comprend. Alors, petit débrief de l'émission de la semaine dernière. Thierry, bravo, félicitations. Semaine dernière, record d'audience. Près de 1 400 000 téléspectateurs, c'est énorme. Surtout avec en invité un ancien gros, une chanteuse à la retraite et un mec avec une tache sur le nez. Oui, c'était pas gagné à la base. Et puis vous en avez parlé la semaine dernière, Thierry, de la future réédition de Mein Kampf. Il y a Laurent Ornac qui est dégoûté parce qu'il voulait faire un livre sur sa perte de poids qu'il voulait appeler Mon combat, mais Mon combat en allemand, c'est Mein Kampf. Voilà. Très très beau plateau, Thierry, ce soir. On a Estelle Denis, hein, c'est la seule femme de France qui est capable d'expliquer un hors-jeu. Bravo. Non mais c'est vrai, non mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Estelle, elle a prouvé qu'une femme pouvait parler de foot sans dire à chaque fin de phrase « Oh, Johan Gourcuff, il est trop beau !» Et ça, c'est bien, c'est vrai. Alors vous êtes aux commandes d'une nouvelle émission sur D8 qui s'appelle « Touche pas à mon sport », alors dans laquelle il y aura une bande de chroniqueurs. Parmi eux, il y aura Raymond Domenech. Encore un qui a couché pour avoir du boulot. Estelle Denis, en plus de Touche pas à mon sport sur D8, il y aura Vie ma vie sur NT1 qui va être diffusée aussi. Alors Vie ma vie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette émission qui montre au chanteur Kinvey le métier de boucher, c'est-à-dire le métier qu'il va retourner faire quand sa carrière sera terminée. Voilà. Jean-Michel Apathy aussi. Après 12 ans de bons et loyaux services sur RTL, eh bien, vous êtes fait remercier, comme Philippe Bouvard. Pourtant, vous arriviez encore à parler. Alors, vous avez quitté RTL pour Europe 1. Hein, vous avez quitté une radio de vieux pour une radio d'un peu moins vieux. Et non, je rigole parce que moi aussi, je suis sur Europe 1. J'adore cette radio. Il y a Laurent Cabrol, il y a Catherine Ney, Michel Cotta, Philippe Gildas, Jean-Pierre Elkabbach. Bon, effectivement, de l'extérieur, on dirait un peu la maison de retraite du PAF. Mais... Non, mais c'est là où je me rends compte que vous êtes beaucoup trop jeune pour Europe 1, en fait. Vous avez 57 ans, en fait, vous êtes arrivé 10 ans trop tôt, Jean-Michel. François Damiens, putain, je l'adore. Vraiment, François, non mais sincèrement, je l'aime beaucoup. François, vous êtes originaire de Bruxelles, hein, ce qui fait que vous avez un fort accent. Alors, l'accent belge de Bruxelles, en fait, c'est un mélange de hockey et de glaire. C'est une sorte d'angine, en fait, voilà. Et... Vous êtes fait connaître grâce à vos caméras cachées. Alors malheureusement, vous ne pouvez plus en faire aujourd'hui parce que les gens vous reconnaissent. Vous avez exactement le même problème que Benjamin Castaldi. Lui aussi ne peut plus faire de télé parce que les gens le reconnaissent. Et...
C'est bon. Ma mission, mesdames et messieurs, ici, c'est de poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Oui. Estelle Denis. Aïe. Estelle, vous avez déclaré « Quand je perds au tennis, j'ai les larmes aux yeux ». Et quand vous regardez les replays de Splat, ça vous fait quoi alors? Pareil. Jean-Michel, vous avez déclaré « C'est un univers où il y a du charme, de l'irrationnel et de la solitude ». Alors, vous parliez de la politique ou de la masturbation? François Damiens, vous avez tourné des caméras cachées en Corse. Qu'est-ce qui était le plus dur? Comprendre leur accent ou rester en vie? Non, restez en vie. Ouais. Thierry, je vous laisse. Très bonne émission. Merci. Bonne journée. C'était Tom Villa, notre stagiaire. On le retrouve ici la semaine prochaine, ou pas. Après la famille Bélier, il nous fait son Ciao Pantin. Il est au top. C'est François Damiens. François Damiens, rebonsoir. Alors, vous êtes né le 17 janvier 1973 à Uccle, en Belgique, là où Arthur a déménagé. Ils vont où les Belges quand ils veulent payer moins d'impôts? Nous, on vient travailler en France et ils viennent dépenser leur argent en Belgique. Voilà. Votre vocation d'emmerdeur professionnel se révèle dès votre prime enfance. Vous commencez très tôt à faire de mauvaises blagues. Vous attachez les cartables de vos camarades avec un cadenas. Vous mettez du verre d'eau sur les portes, vous faites des canulars téléphoniques. Alors, pas étonnant qu'après avoir été viré de votre boulot, c'est-à-dire que votre patron vous dit « il faudrait mieux que tu restes chez toi », et du conservatoire, où les profs vous disent « il faudrait mieux que tu restes chez toi Ouais. ». Vous êtes stagiaire sur Striptease, puis vous inventez le personnage de François Lambrouille que vous allez utiliser dans vos caméras planquées. On regarde à quoi ça ressemble. Non, mais attends, arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Attends, parce que si tu bouges après ça... C'est tatoué là? Ouais. Non, je voulais une belle tête de taureau qui intègre la perruche. Ça ressemble à quoi ça? C'est un élan. Ben tu rigoles ou quoi? Tu peux pas me l'enlever? Ben non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, Tu hein? fais pas un truc à main levée comme ça sur le corps Quand tu mets une chemise, on le voit pas, hein. Oui, Faut l'imaginer non, comme ça. mais attends, mais écoute-moi, mais ça ressemble à rien quand même. Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept? Ben moi je recherche l'acte. Hein. Ah oui, d'accord. Uniquement l'acte. Ouais. Et ça marche via le speed dating? Excessivement bien. Excessivement bien. La preuve. On n'est pas passé à l'acte. Hein. Tu peux pas changer de sexe pour le moment, et c'est loin d'être évident. Comme mon arrière n'est pas cicatrisé, je travaille qu'avec l'avant. Donc tout passe par devant. Ils m'ont mis un nouveau conduit pour les selles et l'urine, le même conduit. Et après ça, ils vont me mettre j'aurai une petite manette ici sur le côté que je pourrais dire « Ah, ça part derrière, ça part devant ». Normalement, à partir du mois de septembre, je vais commencer à avoir mes règles aussi. Ah bon? Ça va être quelque chose, hein. Ça, on va directement chez le dessus. Non, C'est ça, juste ça. Non, je veux pas que les gens disaient que... Regardez, on va faire comme ça. Ça. Ah ouais! Bravo! Ouais. Indépassable. Alors vous dites, j'essaie d'incarner tout ce que je déteste, mais j'essaie toujours d'être plus ridicule que les gens que je piège. Ouais, dans la mesure du possible. Ouais, vous êtes un humaniste au fond. Ouais, démago. Dites-moi, la sextape de Valbuena, c'est vous? Ouais. Donc ensuite, vous commencez une carrière au cinéma. Vous voulez prouver que vous êtes aussi bon quand on voit la caméra, et vous y arrivez. Il y a OSS 117, il y a Dickeneck, il y a L'Arnaqueur et La Famille Bélier. Quand vous avez lu le premier scénario, vous avez compris que Louane allait chanter du Michel Sardou pendant tout le film, et vous avez demandé à être sourd. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, c'est énorme. 8,5 millions d'entrées, quoi. Mais on l'a vite senti, en fait, c'était vrai. Ouais. Quand le teaser est sorti, il est directement parti en centaines Moi, on me l'a de milliers. dit. Moi, on m'a dit, tu vas voir, il y a un film qui va sortir. C'est moins comme les gens le savent, quand Ouais. même. Hein. C'est pareil pour les bides, en plus. Les gens, il y a un film qui va sortir. Et on a le même phénomène maintenant avec les cow-boys. Vous serez donc à l'affiche des Cow-Boys le 25 novembre. C'est un film de Thomas Bidguin. Alors, si c'est l'histoire d'un cow-boy qui découvre
l'homosexualité, ça a déjà été fait. Hein. Je préfère vous le dire, mais bon. Alors, le pitch. C'est l'histoire d'un père, Alain, fan de western et de country, qui cherche sa fille convertie à l'islam et partie au Yémen. La quête va durer 15 ans, du début des années 90 jusqu'au début des années 2000, avec d'abord, évidemment, le 11 septembre. C'est un film absolument bouleversant que je vous recommande d'aller voir. On regarde à quoi ça ressemble. Voilà Les Cow-Boys de Thomas Bidguin avec François Damiens, qui est mon invité ce soir. Vous êtes époustouflant hein, dans le film. Hein. C'est un peu votre Ciao Panta. D'un coup, on voit que vous pouvez tout jouer, quoi. Non, je ne sais pas si je peux tout jouer. J'ai été particulièrement bien dirigé par Thomas. Et puis, c'est un film dont l'écriture est, pour moi, très aboutie, quoi. Ça sent le César, hein. Je sais pas. Vous avez écouté la poste. Avec ce film, il est en lice pour un César et une décapitation. Alors, Bidguin, dites-vous, c'est sans doute le seul acteur à rester crédible avec un chapeau de cow-boy sur la tête. Ouais. Et c'est vrai, vous n'êtes pas... Non, mais c'est vrai. Oui, je sais pas. J'espère. Parce que le but, c'était pas de faire rire dans ce film. D'ailleurs, on avait tourné une petite séquence qui était censée être marrante au tout début du film et il l'a même pas mis dans le montage. Il ne l'a pas gardé. Non. Dites-moi, ce Bidguin, c'était déjà un très bon scénariste, Ouais. mais c'est aussi un très bon réalisateur. Ouais. Mais il a mis 10 ans pour l'écrire. On sent que c'était Je vais dur, dire un c'était truc horrible, mais abouti. ça ressemble à un film américain. Ouais. Alors, vous avez déclaré « J'aime humaniser les personnages qui ont tout contre eux ». En tous les cas, on se prend à l'aimer, ce personnage, alors qu'au départ, il n'est pas spécialement Non. aimable. Non. C'est là où vous êtes fort. Non, franchement, hein, c'est pas... Vous savez, je suis gentil. pas fait fortune dans la flagornerie. Donc, quand je fais des compliments à quelqu'un, on peut le croire. Voilà. Merci. Alors, vous savez, vous changez les idées. En 2013, vous avez fait la Transat Jacques Vabre. Au départ, avec votre coéquipier Tanguy de la Motte, c'est parti d'une connerie, en fait. Il vous a dit, tu veux pas un café? Vous vous êtes retrouvé en train de faire la Transat Jacques Vabre. J'ai toujours été passionné de voile et surtout de la course hauturière. Ouais. Depuis tout petit, je vais voir les départs de la course du Rhum, du Vendée Globe. Et puis, Vous avez conseillé à votre ami Benoît Poulvord de le faire. en bateau, il est pas trop à son aise. Lui, ça serait plutôt la route du Rhum, de toute façon. Voilà, c'était la paire de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Estelle Denis, de Jean-Michel Apathy et de François Damiens. Alors François, les personnages que vous incarnez vous permettent de composer avec votre schizophrénie, sauf si vous incarnez un schizophrène, évidemment. On va y aller, allez-y, on va voir, on va voir. Laissez. Je vais m'occuper de lui, mais pensez à ses médicaments, Axel, hein, je vous en Très prie. bien, Hein, très bien Thierry. parce qu'il lui en faut, hein. Ah ouais. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais Ouais. je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base, Ouais. François François comment? Damiens. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. On m'appelait Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, Ouais. il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Ah, moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais. Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, Là, hein? je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi aller bien?
Elle est bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Ouais, ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah oui. Oui, donc t'as peur. Ouais. Je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. T'es connu hein, maintenant. Ouais. Ça te rend fou, ça, non? Ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Ouais, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça, c'est vrai en Ouais, plus. ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici, tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec Viens, toi. allez, on s'évade. Viens. Allez. Estelle Denis, rebonsoir. Alors, vous êtes née le 6 décembre 1976. Vous grandissez dans l'Essonne, à Coudray-Monceau. C'est ça. Vos parents sont médecins. Oui. Il n'y a pas de télé à la maison. Non. Mais le jour où ils en achètent une, c'est pour France-Brésil, en 86. Oui, mais ils n'ont pas réussi à la faire marcher. Et voilà. Et après, on l'a eu. Le fameux tir au but, vous êtes allé le voir chez les voisins. Quoi, ce Exactement. jour-là. Ouais. Alors, à l'école, vous êtes la première de la classe à lunettes. J'ai pas un physique facile, quoi, on va pas se Non, mentir. vous avez un appareil dentaire. Oui. Vous êtes un peu... Oui. Voilà. Tout pour plaire. Vous n'êtes pas la première qu'on invite pour un slow, quoi. Non, je suis plutôt la... Non, je suis la bonne copine, vous voyez, celle qu'on invite. Ouais. Elle est vraiment sympa, puis en plus, elle Ouais. reste assise pour les slows, donc c'est bien. Alors, vous jouez au foot, au stade, en face de chez vous. Et bien des années plus tard, on vous retrouve en 2005 à la tête d'une émission de foot sur M6 qui s'appelle 100% foot. Ensuite, il y aura 100% mag. C'est un très beau succès. Mais en 2012, vous quittez M6 pour TF1. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de défis, en fait. J'avais passé 7 ans formidables sur M6, mais j'avais besoin de me renouveler. Et puis voilà, une proposition de TF1, on va pas se mentir, ça ne se refuse pas. Je savais que j'allais le regretter. Et là, sur TF1, c'est le drame. The Best et Samedi soir on chante sont arrêtés faute d'audience. The Audience n'a jamais été diffusé. Bah voilà, donc on n'a pas pu faire d'audience. Il n'y aura pas de Splash 2 et vous vous retrouvez au tirage du loto. Non, comme ça, évidemment, résumé comme ça, Résumé si vous comme voulez. ça, on peut dire, On sent que ça n'a pas été un succès, quoi. En allant sur TF1, vous pensiez avoir gagné au loto. En fait, finalement, vous êtes juste là pour le présenter. Bah, c'est dommage, elle a un IUT de journalisme. Elle se retrouve à lire les numéros sur des boules. Quoi qu'il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas confondre le 6 et le 9. C'est ça. Et ben, vous savez quoi? À chaque fois, j'étais hyper concentrée. Ah, il est content. Ah, bien. C'est vrai en plus. Alors là, vous en avez marre d'être sur le banc de touche. Vous partez avant qu'on vous oblige de faire Danse avec les stars, ce qui est plutôt une bonne idée. Vous quittez TF1 pour rejoindre un club plus petit, mais vous êtes sûr de jouer, CD8. Mon pote à loulou, je te donnerai bien ça, une chanson pour toi, avec les épaules qui font comme ça. Alors, donc sur D8, votre émission sera produite effectivement par la société de Cyril Hanouna. Vous présentez tous les jours, dès lundi, lundi qui arrive, vous avez le track. Bah un peu, ouais. Bah, j'espère. J'ai envie que ça marche. Donc ça s'appelle Touche pas à mon sport. Alors, c'est une impression où sur D8, on ne peut plus toucher à grand-chose maintenant. Bah écoutez, j'en sais rien, moi je vais toucher au sport, donc je suis Vous ravie. touchez vous au voyez, sport, voilà. c'est un domaine que vous connaissez. Alors le concept de votre émission, des experts autour d'une table commentent l'actualité du sport en rigolant. Bah, on se demande comment personne n'y avait pensé avant. Hein. Vous êtes entouré d'une équipe exceptionnelle. Alors, il y a Daniel Riolo. Oui, qu'on connaît sur RMC. Ouais. Et j'avais vraiment envie de la voir. Qui est vraiment une grande gueule, lui. Hein. Très très grande gueule. Alors, il y a Jérôme Bureau, qui Oui. était le patron de l'équipe, quoi. Et c'était mon patron M6. Il Bah m'a oui. fait venir à M6, donc je le fais venir à D8. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Dominique Grimaud, qu'on ne présente plus. Voilà, mon compère. Francesca Antoniotti, Aïda Touiri, Henri Lecomte, Ouais. qui va expliquer comment ne pas gagner Roland Garros. C'est ça. Pierre Ménès Oui.
Et puis, Raymond Domenech. Oui. Ah. Vous voyez l'envie des gens. Alors là, c'est pas touche pas à mon sport, c'est les amours, là. Mais écoutez, non, mais je me suis dit, mais je ne veux pas me priver d'avoir Raymond Domenech parce que c'est mon compagnon, c'est idiot. C'est celui qui parle le mieux de l'équipe de France. Il a tout vu en équipe de France, on va pas se mentir. Mais c'est une bonne idée de le prendre. On ne voyait plus trop Domenech. Ces derniers temps, il était en pleine période d'élagage de ses sourcils. Cyril me l'a fait tous les jours, donc si vous voulez, vous pouvez y aller. Hein. Hein? Il fait quoi dans l'émission L'Horoscope? Oui, Ah, ça va vous rappeler quand même 2001 de TPS Star, parce que c'est là que vous l'avez rencontré. ouais, c'était mon consultant, il faisait toujours des questions 10 fois trop longues et tout, mais il était très très bon. Donc ça vous rappelle pas 2008? Vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui attendent votre démission? Rien, j'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est... J'ai fermé la parenthèse, j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde et moi j'ai besoin d'elle. Alors, honnêtement... Non, mais honnêtement, je les avais jamais revus. Ouais. Je les avais jamais revus. Je les ai vus une fois, ces images, c'était en direct et je les avais C'est jamais extraordinaire, revus. c'est l'histoire de la télévision et du sport. Alors, honnêtement, ce soir-là, il vous aurait demandé d'aller manger une pizza avec vous. D'accord, mais vous demandez un mariage après l'échec que nous venions de subir, c'est quand même énorme, non? Bah, je m'y attendais pas déjà. En plus, on avait François Hollande sur le plateau. Vous Oui, voyez, je me souviens très bien. Voilà. Et non, mais franchement, je m'y attendais pas. Et au départ, je sais pas vraiment si c'est à l'antenne. Et donc, je demande à Jérôme Bureau, qui à l'époque était à mon oreillette, et je lui dis, mais c'est passé à l'antenne cette connerie? Mais non, il me dit, oui, enfin, on sait pas. Continue. En fait, quelque part, cette demande, elle me sauve parce que quand je le vois au départ, j'ai envie de pleurer. Je le vois, il est tellement malheureux. Alors, une question, quand ça va mal entre vous, Ça va jamais mal. si ça allait mal, Ouais. est-ce qu'il accuserait la fédération? Certainement. Oui. Alors, si l'émission Touche pas à mon sport se passe mal, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, Je vous remercie. est-ce que vous allez le demander en mariage? Non, je crois pas. Alors, est-ce que Touche pas à mon poste en parlera si ça se passe mal? Ah bah évidemment. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûre, ouais. Sur les chaînes de Bolloré, on parle de tout, non? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça vous fait quoi de revenir sur Canal? Pour vous dire la vérité, Ouais. vous voyez, je vois ce plateau, ce décor, j'ai vécu ça 9 ans, une émission de télé un peu... Ouais. Et je me dis, putain, c'était quand même formidable. Ah ouais. Vous avez un petit pincement au cœur quand même. Je regrette pas, mais je sais que j'ai vécu quelque chose de formidable. Ça vous fait quoi de retrouver l'esprit Canal? Personne ne peut le définir, Non, si, mais tout moi le je monde peux le sait que ça définir. existe. C'est s'habiller C'est en comme Dieu. costume The Couples. Est-ce que votre accent était esprit Canal? Sans doute pas. J'ai toujours été, au début du moins, pas toujours, mais un peu étonné de me retrouver dans ce monde-là. Voilà. Je m'y suis senti au début un peu Ouais. étranger, et après formidablement bien. Oui. Alors vous avez déclaré, dire à quelqu'un qu'il a un accent, c'est du racisme. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce que c'est une forme de... Donc vous n'avez pas d'accent, hein, je vous le dis tout de suite. Non, j'en ai pas. C'est vous qui en avez un, parce qu'on a toujours un accent Ouais, par rapport moi, à au chacun départ, d'autre. j'en avais un, oui. On enferme les gens dans une catégorie. Voilà. Ouais. Moi, quand j'étais au début à la radio France Inter, je parlais de journalisme politique, je recevais du courrier, des gens courroucés. Mais la météo ou le rugby, c'est bien pour vous. Ouais. La politique, enfin, vous n'allez pas Ah oui, toucher c'est ça. à la politique avec votre accent. Alors, merde. moi, je me suis toujours demandé si votre accent, en fait, c'était pas un gimmick. Je fais exprès, oui, mais il faut Ouais. pas le dire. Hein. Comme Edwy Plenel avec les moustaches. Mais exactement. C'est du marketing. Vous avez tout compris. Si vous aviez voulu le perdre, vous auriez pu le perdre. J'aurais pu, bien sûr. Mais c'est comme John Birkin. Mais tous les matins, je me lève et je fais des Voilà, petits exercices. faites des Mais bien sûr. exercices. Bien sûr. Parlez français pour voir un peu. Alors, Jean-Michel, vous avez été écarté du Grand Journal après 9 ans d'antenne. Dans la foulée, vous avez été écarté de RTL après 12 ans d'antenne. Oh, putain. Avec votre femme, ça va? Ouais, ça va. Vous trouvez comment le Grand Journal de Maïtena Biraben? Je le regarde peu, pour tout vous dire. Vous avez déclaré, il manque quelqu'un de vraiment fort et sérieux pour épauler Maïtena. Est-ce que cette personne n'aurait pas un fort accent du sud-ouest? Non, je le pense pas, je le pense pas du tout. Et puis à RTL. Bravo. C'est dur d'entendre ça. Hein.
Est-ce que le soir, chez vous, vous avez une trompette, vous essayez, non? Non, j'écoute le matin, j'entends ce son-là. Ah ouais? Oui, bien sûr. Ça fait quelque chose quand même, non? Non. Bah. Ah non, pour le coup, j'ai passé 12 ans à RTL, formidable, et j'ai quitté ça sans doute avec moins de pincement au cœur que Canal. Alors, vous avez été viré à cause de Zemmour, pourtant vous n'êtes ni homosexuel, ni musulman, ni femme. Mais je suis basque. Vous avez parlé du retour de l'esprit de la France rance. Bah écoutez, il est raciste, misogyne, homophobe, non, c'est pas ma came, non. Alors là, à ce moment-là, donc, quand vous êtes parti d'RTL, vous aviez le choix entre bosser avec Edwy Plenel. Oui, j'aurais pu. Ouais. Je m'entends bien avec Edwy, contrairement à... Contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, bien sûr. Il aurait fallu faire de l'enquête, là. L'autre jour, j'ai fait un papier sur... j'ai un blog, j'ai fait un papier, j'ai vu que Plenel m'avait retweeté. Donc, vous voyez... Mais c'est bien. C'est sympa. Merci, Edwy. Alors donc, bosser avec Edwy Plenel ou bosser avec Cyril Hanouna. Oui, pourquoi pas. C'était possible. Vous avez fait un rêve, d'ailleurs, vous m'avez raconté. Ah, je vous ai raconté ça. Voilà, vous rêviez que vous étiez chez Cyril Hanouna. Vous aviez mis une perruque pour faire rire Cyril. Ça, oui, il faut que je trouve mieux. Donc vous avez choisi Europe 1. Et j'ai choisi Europe 1. Vous animez donc Europe Midi. Oui. De 12h à 14h du lundi au vendredi. J'ai fait pendant des années une interview. Aujourd'hui, je fais une émission de 2 heures. Justement, on apprend plein de choses. Vous animez la tranche. C'est pas juste des éditoriaux politiques. Hein. Ah non, je fais le show. Moi, j'écoute, Jean-Mi, il anime. Attention. Vous faites même les interventions d'auditeurs, un peu comme Bourdin, quoi. Ouais, je l'ai fait comme moi, quoi. Ouais. Alors, Jean-Michel, le 26 octobre dernier, vous avez quand même commencé votre journal avec ça. Mathieu Ziolkowski, 51 ans, habite Pittsburgh en Pennsylvanie et aujourd'hui, il est en prison. Et pourquoi est-il en prison, Mathieu? Parce que vendredi, sa copine est rentrée à l'improviste. Et elle a trouvé Mathieu dans son lit avec leur chien. Et que faisait Mathieu avec le chien? Il le sodomisait. Donc, direction la prison, Mathieu. Moralité, aux États-Unis, une vie de chien, c'est vraiment une vie de chien. Europe Midi, c'est parti. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous a pris? Ben, on parle de la vraie vie. Ah oui, c'est la vraie vie, oui. Et on m'a dit, non mais tu peux pas dire sodomie à l'antenne. Ben oui, la sodomie. Ben si le sodomie, je fais dire les choses. C'est ça le journalisme. Ouais. François Damiens, ça vous choque qu'il fasse ça? Non, je trouve ça justement très ouvert. Très ouvert, oui. Je pense que c'est assez juste. On passe maintenant au dossier de la semaine avec Désintox. Et c'est le journaliste sportif Pascal Praud que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, le joueur de foot. On nous cache tout, on nous dit rien. D'abord, il y a eu la grève de l'équipe de France en Afrique du Sud. Ensuite, c'était les amours tarifés de Zaya et Ribéry. Et maintenant, voilà l'affaire de la sextape de Valbuena dans laquelle intervient Benzema. Depuis le niveau amateur, où les agressions d'arbitres se multiplient, jusqu'au sommet de la FIFA, où règne la corruption, n'y aurait-il pas quelque chose de pourri au royaume du football? Pauvres footballeurs! Comme les patrons, on leur reproche de gagner trop d'argent. Comme la classe politique, on leur reproche d'être coupés de la réalité. Et bien sûr, comme certains artistes qui partent à l'étranger, on leur reproche de manquer de patriotisme. Bref, les footballeurs cumulent tous les défauts que les Français attribuent à l'élite des privilégiés. Résultat, ils sont une cible de choix pour le populisme ambiant. Les journaux, les radios, les télés s'en sont donnés à cœur joie dans l'affaire Zaya. Sauf qu'au bout du compte, la justice a reconnu que Ribéry et Benzema étaient innocents. Peu importe, le scandale fait vendre. C'est comme ça que le journal L'Équipe a déclenché la grève des Bleus en 2010. Sans son gros titre racoleur sur les insultes d'Anelka, l'affaire se serait réglée dans le vestiaire et pas devant les caméras. Au lieu de flinguer les footballeurs, faudrait les remercier. Si on prend le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1, soit 50 000 € par mois, savez-vous que ça rapporte chaque mois 40 000 € de charges et d'impôts à l'État? Et pendant ce temps-là, nos tennisman vivent en Suisse, se ridiculisent en Coupe Davis, et pourtant, personne n'en déduit que le tennis est un sport débile pratiqué par des égoïstes. Alors, pourquoi tant de mépris envers les footballeurs? Ben, c'est malheureux à dire, mais ceux qu'on méprise chez eux, ce sont souvent leurs origines populaires. Contrairement aux patrons, ils n'ont pas fait de grandes écoles, contrairement aux artistes, ils ne sont pas très cultivés, et contrairement aux politiques ou aux journalistes, ce ne sont pas des pros du baratin.
En attendant, en 98, ce sont des footballeurs qui ont offert à la France ses plus grandes manifestations de joie depuis la libération. Et ça, aucun patron, aucun artiste, aucun homme politique ne saurait en faire autant. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe. Pascal Pro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, on vous retrouve sur iTélé, notamment dans 20h Foot. Et sur RTL. S'il a un pincement au cœur à chaque fois. Bienvenue parmi nous. Alors, du FIFA Gate à la sextape, sont-ils tous pourris? Alors, ceci étant, voir Valbuena à poil, en avez-vous envie, vous? Non. Pas tout de suite là maintenant. Pas non, tout de mais suite bien là sûr, maintenant. enfin, c'est à se demander si cette cassette existe, parce que personne, j'ai l'impression que personne ne l'a vue, quoi. Le pire, c'est que l'action est commentée par Christian Jean-Pierre. Alors, il faut dire que la sextape, Naïsna, Zaya, les insultes de Nasri, la suspension de Platini, la liste des reproches commence par l'immoralité. Sont-ils immoraux? Mais moi, je crois pas. Je crois que c'est des gamins. Alors après, peut-être qu'il y a une perte de valeur, mais je crois pas qu'ils soient immoraux. Après, c'est le sport numéro 1 en France. Donc évidemment, dès qu'ils font quelque chose, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches. Il y en a qui sortent avec des people. Ils sont dans les magazines comme Voici, Closer, etc. C'est des grandes stars. Donc évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, eh ben, c'est monté en épingle. Jean-Michel Apathy. Vous avez mêlé le scandale de la FIFA, de l'immoralité. Il y en a quand même dans le monde du foot. Alors, deux choses sur les Sepp sportifs. Blatter, c'est un problème. Pourquoi? Sepp Blatter, la corruption, à tous les Mais états. quelle corruption? C'est un problème. Il n'y a pas de corruption à la Non, mais FIFA. je vous pose quelle corruption? Ah non, mais il n'y a pas de corruption. Non, mais à la FIFA. je retire tout ce que Non, mais j'ai dit. Jean-Michel, quelle S'il n'y a pas de corruption à la FIFA, Jean-Michel, je retire tout. je connais. Quelle Pascal corruption? Pro, il n'y a pas de corruption à la FIFA. Non, mais Très bien. je ne dis pas ça. Quelle corruption à la FIFA précisément? Ça m'intéresse de vous entendre. Mais alors, j'ai du mal à vous écouter. Vous faites partie de ceux qui parlaient sans savoir. Il y a pas de Comment problème. dire? Non, mais c'est tellement facile d'avoir ces positions Il n'y a d'amalgame. pas de problème à la FIFA. Bon, c'est très compliqué parce que moi, je ne suis pas l'avocat du football et j'ai souvent été parfois très difficile et très rude sur le foot. Ce qui m'ennuie un peu, c'est l'amalgame avec des gens qui connaissent absolument rien et qui ont décidé de taper matin, midi et soir sur le football. Ouais. C'est ça qui est fascinant. La FIFA, moi je veux bien qu'on dise qu'il y a de la corruption à la FIFA, et évidemment qu'il y a des membres qui ont été achetés dans le comité exécutif, qui ont été achetés pour donner des voix, leur voix en l'occurrence, à un pays. C'est une vérité. Mais le football redistribue énormément d'argent. Et ce que dit Sepp Blatter, lorsque vous allez en Afrique, parce que vous voyez ça d'un point de vue simplement français, ethnocentré, j'ai envie de dire, lorsque vous allez en Afrique, mais ils adorent les gens de la FIFA, pour une raison simple, c'est que des stades, du matériel, des ballons. Ouais. D'abord, le foot, je veux dire, ça fait 25 ans que matin, midi et soir, il est traité dans la boue. Un jour, c'est la violence, un jour, c'est l'argent, un jour, c'est le sexe, un jour, c'est la corruption. Ça n'arrête pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a le football est 25 tellement ans- populaire et que quand il s'y passe quelque chose, évidemment, ça a une résonance dans la société. Quand un arbitre est agressé, bien sûr qu'il y a... Oui, mais il y a ça dans d'autres sports, on en Et parle dans moins. d'autres parce sports, qu'ils on en sont parle moins parce qu'il est populaires. moins populaire, Ah oui, bien mais- sûr. Enfin, il y a moins ça dans le tennis, par exemple. Enfin, voilà. C'est vrai que des arbitres de c'est autre tennis chose. agressés. Alors, on prend maintenant à l'envers, donc tout ce que on peut dire pour leur défense, justement. Est-ce que le footballeur doit être un modèle de moralité? Alors, sur le terrain, oui, mais dans la vie. Le gros problème, c'est que quand vous étiez à l'époque de Platini, quand Platini il sortait en boîte, quand il allait boire Ouais. un verre avec ses copains, ça se savait pas. Mais aujourd'hui, vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez énormément de choses qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc le problème, c'est qu'ils sont obligés finalement d'être irréprochables parce que sinon, ça se retrouve partout. Enfin, c'est compliqué pour un jeune de 19 ans d'être irréprochable. Est-ce qu'il doit être un exemple de moralité, En le tout cas, footballeur? en tout cas, les jeunes le vivent comme ça. C'est-à-dire que les jeunes enfants voient dans un grand footballeur un exemple de comportement. Ça, c'est un fait. Ouais. Bon. Mais c'est un système très particulier, le football, où le rapport de force est en faveur du footballeur. Ce qui est unique. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, le rapport de force, il est pour le patron. On est bien d'accord. Et là, le footballeur, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Donc effectivement, quand tu gères Ronaldo, tu sais que si tu, tu ne te soumets pas à son diktat, il ira ailleurs. Alors, ce que dit Blacko, et c'est vrai, c'est qu'ils sont quand même victimes, tous ces footballeurs, d'un racisme social. Je pense qu'on leur reproche surtout de ne pas gagner, Thierry. Pardonnez-moi, depuis 98, on Oui. leur reproche d'abord de ne pas gagner. Donc là, on est mal barré pour l'euro, là.
on n'a objectivement pas de grands joueurs. C'est-à-dire que l'équipe de France, elle est bonapartiste. Elle a à chaque fois gagné lorsqu'elle a eu un joueur sauveur. Coppa, Platini, Zidane. Voilà. Et c'est très marrant d'ailleurs de voir comment une équipe de football retrouve les mêmes critères qu'en politique. Elle cherche son sauveur. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas aussi victimes des médias? C'est-à-dire que les médias les pipolisent, les mettent en avant et ensuite jouent les vautours. Bah, c'est la rançon du succès. Non, ça, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, si vous faites la une de Closer, Voici, il y a très peu de footballeurs, arrêtez. Quels sont les footballeurs aujourd'hui qui peuvent faire la une de Voici, de Closer ou de Match? Benzema et Rihanna. Et pourquoi? Parce que Benzema, il a la bonne idée d'être avec Rihanna. Donc vous vous demandez si c'est pas Rihanna qui fait la une plus que Benzema. Et autrement, nous avons Johan Gourcuff, mais qui est avec parce Karine qu'il est Ferry. avec une jeune femme de la télévision. Et on avait un ancien sélectionneur également qui avait trouvé... qui était... qui avait... Je comprends pas. Pareil, qui pouvait, la presse people pouvait s'intéresser à leur romance, mais parce que la jeune femme faisait de la télé, vous voyez, c'est pas le footballeur. Je ne comprends pas. Alors, maintenant, la conclusion, ça va être François Damiens. Faut pas juger. Pascal Praud, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec Guillon et notre terrienne du samedi 20h. Ce soir, Nathalie Barret, la maman du petit Mathis, qui 4 ans après la disparition de son fils, ne sait toujours pas ce que son compagnon en a fait. À tout de suite. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Estelle Denis, de Jean-Michel Apathy, de François Damiens. Et nous accueillons notre terrienne du samedi 20h ce soir, Nathalie Barret. Bonsoir. Il y a 4 ans, votre ex-mari, Sylvain Joanneau, a enlevé votre fils de 8 ans, Mathis. Depuis, votre ex-compagnon a été retrouvé, jugé. Il purge une peine de prison de 20 ans. Mais le drame, c'est qu'il refuse toujours de dire ce qu'il a fait de l'enfant. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre publié chez City Éditions, intitulé « Il m'a pris mon fils » et à 20h dans Salut les terriens. Dans un instant, Stéphane Guillon, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais voici Stéphane Guillon. Jean-Marie Le Pen estime avoir été sacrifié par la mafia des hétérophobes. Non, non, ce ne sont pas des hétérophobes, ce sont des gérontophobes. Il existe un groupe au FN qui ne supporte pas les vieux séniles avec des couilles qui pendent sur les genoux et plus de prostate. C'est gérontophobe. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a séché sur une question posée par Jean-Jacques Bourdin concernant le renouvellement du CDD. Oui, mais bon, François Hollande confond les Japonais avec les Chinois, Ségolène ne connaît pas le nombre de sous-marins nucléaires, Fleur Pellerin n'a pas lu Modiano. Elle est corporate, Myriam El Khomri. Elle se dit, je suis dans un groupe de nuls, je vais pas me mettre à briller, je suis nul aussi. Voilà. N'empêche qu'il est fort, Jean-Jacques Bourdin. Hein. Tout de suite, il sait repérer qui est compétent et qui ne l'est pas. Avec toujours une gentillesse, une douceur, une bienveillance incroyable. Thierry Ardisson, quelle est la date de création de Canal+, la date précise? Répondez-moi, le mois précis. 4 novembre 84, vous ne le savez pas. Chaîne inaugurée par André Rousselet à 8h du matin. Devant combien d'abonnés, Thierry Ardisson? Combien? Répondez-moi, Chic Moll, Lavette, Trouillard. Répondez-moi, 186 000. Vous travaillez à Canal+, vous ne connaissez pas l'historique de la chaîne. Vous êtes une merde, Thierry Ardisson. Vous êtes nul.
C'est ça. Je le pense pas, c'est le personnage. En Charente, 39 enfants échappent de leur bus en feu. Ouais, ils sont quand même plus rapides que les vieux. Ouais, Le nom de Karim Benzema cité dans l'affaire Air Cocaïne. Ouais, il a trempé dans tout, Benzema. L'affaire Big Malion, c'est lui. Takiedine, Bettencourt, c'est lui aussi. C'est lui qui aurait brûlé les pieds de Liliane pour qu'elle finance la campagne de Sarko. Le père de Zora Dati, c'est Benzema. Ouais, c'est lui, à la Garden Party. La disparition du docteur Godard, l'affaire Boulin, le réchauffement climatique, c'est Benzema. Après le scandale de la FIFA, l'affaire de la sextape, la Russie accusée au plus haut niveau d'organiser le dopage de ses sportifs. L'Euro 2016, ça promet. Une finale France-Russie, ça pourrait être top. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Une finale de rêve avec une équipe de France qui a choisi de s'aligner en 5-3-2, une composition un peu particulière puisque Benzema, qui n'a pas le droit de parler à Valbuena, doit rester en défense. Tout à fait, Jean-Pierre. Cela dit, 5 défenseurs, ce ne sera pas de trop face à une équipe de Russie chargée comme une mule. EPO, créatine, corticoïdes, des cocktails préparés par Vladimir Poutine en personne sur les conseils de Maradona. Absolument, Hervé. C'est le tout nouveau président de la FIFA, repêché in extremis, Michel Don Platini, qui remettra la coupe au vainqueur. La fête est complète. Oui, la fête est complète, Jean-Pierre. Une belle vitrine, en tout cas, pour François Hollande, qui tenait beaucoup à la réussite de cette compétition pour redorer son image. Place au jeu, à la compétition, au sport. C'est cadeau, c'est pour vous. Gentil Stéphane. J'essaie autant que je peux faire plaisir aux invités. Autant que tu peux. Autant que je peux. Le président de la Ligue de défense des oiseaux, Alain Baugrain-Dubourg, sauvagement agressé par un chasseur portant un slip à carreaux et armé d'une pelle. C'est lamentable. C'est lamentable. Alors que tous les jours on pleurniche sur la situation des migrants qui s'entassent à Calais, Baugrain-Dubourg, lui, il mobilise les médias sur le sort des ortolans, des passereaux, des alouettes. Heureusement qu'il y a des gens comme lui. Faut pas se voiler la face. En ce moment, il y a des milliers de pinsons qui quittent l'Alsace pour aller se réchauffer en Afrique tropicale. Et c'est pas facile. Il y en a qui meurent, qui sont braconnés, cuisinés dans une cocotte. Et il y a des gens, il y a des gens comme Baugrain-Dubourg qui montent au front et qui crient « Stop !» Cela dit, c'est vrai qu'un ortolan, pour une famille de migrants, c'est la fête. Ils mangent à 8. C'est comme une dinde de Noël pour nous, quoi. On termine avec une nouvelle déclaration de Nadine Morano. Le drame, ce n'est pas la montée du FN, mais l'élection de François Hollande. Une phrase qui a fait sortir de ses gonds le journaliste politique Jean-Michel Apathy. Que Nadine Morano, ce n'est pas n'importe qui, Nadine Morano. Elle a été ministre, elle est députée européenne. Que cette femme, à une heure de grande écoute, 8h du matin, ce n'est pas rien, 8h du matin. Que Nadine Morano dise que le drame, ce n'est pas la montée du FN, mais l'élection de François Hollande. En 30 ans de journalisme, j'ai rarement entendu une énormité pareille. Et qu'on ne me dise plus que Nadine Morano est une poissonnière. C'est une insulte pour les poissonnières. Je connais des poissonnières qui sont des femmes admirables, merveilleuses. À côté de qui, Madame Morano, je pèse mes mots. Thierry Ardisson, je pèse mes mots. C'est de la roupie de Sansonnet. De la roupie de Sansonnet. Merci beaucoup. C'est Stéphane Guillon. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. On passe maintenant à notre terrienne du samedi 20h. Nathalie Barret, rebonsoir. Vous êtes née le 25 juillet 1965 à Aulnay-sur-Odon, dans le Calvados. Vos parents tiennent un magasin de meubles.
Votre père est menuisier, votre mère est à la caisse. À l'adolescence, vous êtes une révoltée. Les études, c'est pas votre truc. Vous enchaînez rapidement les petits boulots et vous vous mariez. Vous avez 2 enfants, Vincent et Thomas. Après 17 ans de mariage, vous divorcez. Et le 21 juin 2001, c'est la fête de la musique. Vos ados sont de sortie. Vos copines ne sont pas dispo. Vous allez sur Internet. Vous discutez avec un dénommé Sylvain. Il a 27 ans et vous, 36. Vous allez prendre un verre, vous dansez un peu, vous vous quittez à 2h du matin, mais 8 jours plus tard, Sylvain vous recontacte, bref, vous devenez amant, et il s'installe chez vous. Tout va bien. Vous êtes très amoureuse. Bien sûr, des conflits affleurent entre Sylvain et vos fils, mais bon, comme vous êtes dans l'amour, vous arrondissez les angles à ce moment-là. Jusqu'au jour où, un matin, votre aîné rentre d'une soirée en boîte et une dispute éclate entre lui et Sylvain. Et là, Sylvain, qui est très affecté, décide d'aller se reposer dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est la fêlure dans le cristal. Ça, c'est la première fois où vous comprenez qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal. C'est vrai que j'ai un peu paniqué. J'arrivais pas à comprendre sa réaction. Alors, au retour, il vous dit « Je veux un enfant ». Oui. Et là, vous êtes très heureuse, évidemment. Vous l'aimez, il veut vous faire un enfant. Vous dites assez rapidement « oui ». Mathis, votre 3e enfant, naît le 20 juin 2003. Sylvain coupe lui-même le cordon ombilical et se montre, on peut le dire, un père assez exceptionnel. C'est vrai. À ce moment-là, c'était ça. Ouais. C'était un père exceptionnel, Ouais. oui. Hélas, il ne tarde pas à retomber dans ses travers. Il devient ombrageux, il devient taiseux et il vous interdit de parler à Mathis de vos 2 autres enfants. Oui, c'était une source de conflit entre nous. Ouais. Je lui ai toujours tenu tête par rapport à ça. Mais je limitais les conflits avec M. Joanneau parce que ça devenait ingérable. Vous l'appelez Monsieur Joanneau? Joanneau, M. Joanneau, ça dépend dans quel état d'esprit je suis. D'accord. Et puis à l'été 2004, en fouillant sur Internet, vous découvrez qu'il vous a trompé. Et là, c'est le début, effectivement, d'une descente aux enfers qui n'est pas terminée, malheureusement. Un jour, une dispute éclate entre vous. Et 1 heure après, vous trouvez Joanneau, enfin moi je l'appelle Sylvain, inerte auprès du lit de Mathis. Vous lui mettez des claques, il ne répond pas. Il est vivant, hein, mais il est complètement inerte. Vous appelez le SAMU, direction hôpital psychiatrique, diagnostic, comportement limite, proche de la bipolarité. C'est ça. Alors, nouveau délire, il essaie de vous convaincre d'avoir plusieurs femmes. Oui. Ça, j'ai pas du tout accepté. Il m'a fait un gros chantage là-dessus. Mais en fait, comme j'étais isolée à Barentin, toute seule avec lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais, Quoi. Il n'y avait pas de témoin. Début 2006, vous êtes épuisé, vous êtes à bout de nerfs, vous pesez 45 kilos. Et vous annoncez à Sylvain que vous voulez le quitter. Oui. Ça faisait des mois qu'on vivait comme des étrangers à la maison et il n'adressait plus la parole à Mathis. On était en danger, tous les 2. Alors il accepte votre décision, mais il vous demande de signer un document où vous renoncez à votre pension alimentaire, en échange de quoi lui renonce à la garde de Mathis. C'est ça. Cette façon de se débarrasser de son fils comme ça, en le monnayant, ça m'a écœurée. J'ai signé le papier et puis j'ai pleuré toute la nuit et le lendemain, j'ai emmené Mathis avec moi dans le train. Lors du divorce, votre avocate vous dit que ce document n'a aucune valeur juridique. Quand Sylvain apprend, vous en avez parlé à votre avocate, il vous accuse de l'avoir trahi. Et là commence, entre vous et Sylvain Joanneau, une guerre sans merci. Ah oui. Qui n'est toujours pas terminée, évidemment. Alors, à la fin de l'été 2008, vous emménagez avec Alain, votre nouveau compagnon. Tout va bien. Le week-end, bon,
Mathis est chez son père, Oui. vous faites la fête avec Alain. Après tout, la vie est comme celle de beaucoup de couples, finalement. sûr. Hein, bon, Ouais. voilà. Mais à l'automne 2010, Mathis, qui a 7 ans, revient d'un week-end chez son père et il vous raconte qu'il a été obligé de passer 2 jours assis derrière un bureau à recopier des lignes. Et tout ça parce qu'il a fait pipi au lit. Ouais, il a copié 600 lignes. Il a été assis pendant 2 jours sur une chaise. Et je me suis dit que je lui redonnerais plus jamais. Bah oui. Le vendredi 2 septembre 2011, vous conduisez Mathis à l'école. Il n'a pas envie d'aller chez son père. Vous le rassurez. Mais le dimanche soir, 18h, d'habitude, il est à l'heure. Hein. Ouais. Sauf que ce dimanche-là, il n'est pas là. Et il n'est pas là non plus à 19, à 20, à 21, à 22. Il ne ramène pas son fils. Les policiers obtiennent des parents de Sylvain Joanneau le numéro d'immatriculation de la voiture et de son camping-car. Et le procureur autorise une géolocalisation du portable de Sylvain. Bon. Apparemment, il est à Bayonne. Apparemment. Vous foncez à Bayonne avec votre compagnon. La police est déjà en train de travailler, mais vous ne trouvez rien. Aucune trace de Mathis et de Sylvain Joanneau. Là, la géolocalisation indique un retour vers le nord de la France. À ce moment-là, la gendarmerie, la police font des barrages dans l'Orne. Mais la géolocalisation du téléphone montre qu'ils passent les barrages. Ouais. Bon. En fait, et là c'est absolument incroyable, Sylvain Joanneau a envoyé son téléphone par la poste. Donc c'est le camion qui a passé les barrages dans l'Orne. Évidemment, on comprend tout à ce moment-là. Dans sa lettre qui accompagne le portable, Sylvain parle de complices sûrs et puissants. Oui. Quand on retrouve sa 206, on découvre un ticket de carte bleue concernant l'achat de 3 livres consacrés à l'enseignement du Coran et de l'islam aux enfants. Votre ex s'est converti à l'islam. 10 jours après que je sois partie, il est allé au Maroc. Il s'est converti à l'islam et il a épousé religieusement une Marocaine, oui. Maroc. Le 9 décembre 2011, Sylvain Joanneau est arrêté à Villeneuve-les-Avignon. Le problème, c'est que Sylvain Joanneau refuse de dire où est Mathis. Oui, c'est ça. La seule chose qu'il avoue, c'est qu'il a dit à Mathis que vous êtes morte Ouais. avec votre compagnon Oui. dans un accident de voiture. C'est terrible. Vous imaginez la violence des Ouais, mots. C'est... Dans une lettre, Sylvain Joanneau explique que Mathis est en sécurité chez des personnes de confiance. Alors, des personnes de confiance avec M. Joanneau, il faut faire attention, quoi. Alors vous allez le voir en prison, Joanneau, mais ça donne rien. Non, il dit rien. Alors là, bon, vous faites des appels à témoins, des conférences de presse, la police interroge l'épouse marocaine, vous faites appel à des médiums, comme toute mère qui recherche désespérément, évidemment, son enfant. Le 4 juin 2015, Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de réclusion. Oui. Il affirme que Mathis est converti à l'islam et qu'il a changé d'identité, mais il confirme aussi, je ne l'ai pas tué. Voilà. Alors, je voudrais montrer maintenant une photo de Mathis vieilli par les services du FBI. Ça vous fait drôle de voir votre enfant avec 4 ans de plus, j'imagine. Vous savez, on se dit toujours, ça va tellement vite, mais là, on se rend vraiment compte qu'il y a 4 ans qui sont passés. Imaginons que Mathis vous regarde, là. Vous avez quelque chose à lui dire? Oui, je voudrais juste lui dire que je l'aime, que je fais tout pour le retrouver et que je suis pas morte, que je suis là et voilà. Je l'aime. Excusez-moi, madame, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait que Sylvain Joanneau étant en prison, on ne lui fait pas un sérum de vérité et un détecteur de mensonges? À chaque fois, on me dit c'est interdit de le faire. Hein. Donc cet homme, Sylvain Joanneau, va passer 20 ans en prison et on l'obligera jamais à parler. Non. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas. En tous les cas, on est de tout cœur avec vous, Nathalie. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi
avec Estelle Denis, Jean-Michel Apathy, François Damiens, Pascal Pro et Nathalie Barré. Je vous signale le lancement de la campagne du Rire Médecin qui œuvre auprès des enfants malades. Vous pouvez faire vos dons à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous signale aussi la sortie du livre de notre ami et collaborateur Jacques Sanchez, Les bonnes chansons ne meurent jamais, chez Flammarion. C'est l'histoire des variétés à la télévision et c'est top. Salut les gars! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.